Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une maladie, l'endométriose, qui touche près de 2 à 4 millions de femmes, donc une maladie qui a un impact dans la vie de nos entreprises. Pour en parler avec nous, Marie-Agnès Caderby, bonjour. Bonjour. Vous êtes patiente experte chez Endomind. Alors, Endomind, c'est un organisme, une association. C'est une association de patientes qui est reconnue par le ministère de la Santé et qui s'occupe de faire valoir les droits des femmes atteintes d'endométriose. Alors justement, parce que vous êtes patiente experte, vous souffrez de cette affection. C'est quoi l'endométriose pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette maladie? L'endométriose, c'est une maladie qui va affecter les personnes menstruées, qui se caractérise le plus souvent par des douleurs très très intenses empêchant les activités de la vie quotidienne au moment des règles mais aussi hors des règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, de la fatigue chronique, des douleurs digestives, urinaires et voilà globalement voilà les symptômes les plus connus de l'endométriose. Là vous me décrivez un véritable enfer. Oui, c'est un enfer, surtout pour celles qui cumulent tous les symptômes. Après, il faut savoir que les endométrioses ne sont pas toutes symptomatiques, donc voilà, ça dépend des patientes. Quand est-ce que vous l'avez découverte? Quand est-ce qu'elle a été diagnostiquée? Elle arrive dès le plus jeune âge ou C'est le problème de l'endométriose, c'est qu'en fait c'est une maladie qui pendant longtemps a été mal connue et moi j'ai eu les premiers symptômes à l'âge de 12-13 ans. Et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 27 ans. Donc, j'ai subi 15 années d'errance médicale, 15 années de souffrance. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près entre 7 et 10 ans d'errance médicale entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie et la prise en charge de la patiente. Ça, c'était pour vous, on va dire à l'époque, même si vous êtes jeune, mais aujourd'hui, c'est une maladie qui se diagnostique quand même plus facilement ou pas? Alors, on va dire qu'on a fait des progrès. On est quand même passé de 10 ans à 7 ans d'errance médicale. Et l'endométriose est rentrée dans les manuels de médecine en 2020. Donc, les futurs médecins seront en tout cas formés. Il y a un chapitre consacré à l'endométriose. Donc, la génération de médecins qui va être bientôt diplômée saura ce que c'est que l'endométriose. Et donc, ça facilitera grandement le diagnostic précoce. Alors, on est dans le journal de l'emploi. La question, c'est qu'on a vraiment envie de vous poser, c'est comment cette maladie a impacté votre vie professionnelle? Est-ce que ça a été difficile à gérer ou pas? Alors oui, l'endométriose a un fort impact sur la vie professionnelle. Dans mon cas, ça se matérialise, mais dès le plus jeune âge, par des absences répétées. Tous les mois, au moment des règles, 2 à 3 jours où la personne, enfin moi personnellement, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas aller à l'école ni au travail. Donc oui, ça impacte au niveau professionnel parce que tous les mois, ne pas pouvoir être présente physiquement au travail, ça peut poser un problème à l'employeur, aux collègues. Et on peut subir, en plus d'avoir la douleur, l'exclusion, le harcèlement, et c'est une double peine en fait. C'est une double peine, mais alors, ça c'est une souffrance personnelle, physique et morale. Est-ce que avec les managers, l'organisation, l'entreprise qui vous employez, est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences ou des bonnes expériences? Alors, j'ai eu les deux. Donc, j'ai eu une très mauvaise expérience dans une entreprise dans laquelle ma maladie était connue, mais était vraiment un point négatif et on va dire augmenter le manque de compréhension, de tolérance et la culpabilisation. Donc ça a été très compliqué. J'ai été victime d'harcèlement de la part de mon management et de mes collègues et j'ai dû démissionner de cette entreprise en dépression. Donc ça, c'était la mauvaise expérience. Un enfer. Voilà, c'était vraiment un enfer. Et puis à l'opposé, j'ai été dans une entreprise beaucoup plus grande où j'avais un vrai service RH et avec un manager qui était formé à en tout cas être à l'écoute de ses équipes et qui est venu à ma rencontre, qui a décelé les symptômes et qui m'a facilité la communication et la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés avec le service RH. Et des choses ont été mises en place. Oui, alors, tout à fait. Concrètement, c'était quoi par alors, concrètement,
j'avais le droit du télétravail. Il faut savoir que ça, quand je vous parle de ça, c'était en 2018, donc 2019, avant le Covid. J'avais un espace de repos qui n'était pas ouvert que à ma personne, mais dans lequel les salariés pouvaient se poser avec des Swiss balls, des tapis de sport pour pouvoir s'allonger si on avait besoin. J'avais le droit aussi de télétravailler en dernière minute, c'est-à-dire si un matin j'avais une crise qui arrivait, j'avais un ordinateur portable léger, justement pour pas rajouter de charges, et mes déplacements professionnels aussi. Donc là, vous décrivez une attention de la part du management, donc une vraie politique de RH. Visiblement, là où ça s'était mal passé, c'était une entreprise plus petite. Est-ce que c'est un problème de taille d'entreprise ou est-ce que c'est aussi un problème de culture? Est-ce que c'était des managers hommes? C'était des managers hommes dans les deux cas. Donc, j'ai pas eu de manager femme. Donc, c'est même pas une question de genre, c'était vraiment une question de politique d'entreprise et de formation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a la taille qui joue aussi un rôle parce qu'on n'a pas toujours l'automatisme d'envoyer ces managers se former quand on est une entreprise de petite taille, alors que dans les grandes entreprises, on a beaucoup plus tendance à avoir un plan de formation pour les salariés, pour le management. Je pense que la différence, elle vient de là et du fait que il faut que les managers soient formés. Alors, vous avez fait le choix de communiquer. Oui. Pourtant, il y a des femmes qui souffrent de cette maladie qui ne communiquent pas. Oui. C'est délicat d'en parler. Est-ce qu'il faut en parler? Je pense que c'est une question qui est très délicate. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'être... Je suis totalement d'accord. Vous parlez d'harcèlement. Derrière, vous pouvez être victimisé ou même par des collègues féminines aussi bien que masculins. Complètement. En fait, ce qui s'est passé, moi, je ne donnerai pas de conseils sur faut en parler, il ne faut pas en parler. Tout dépend aussi du contexte et de l'entreprise dans laquelle on évolue. Dans la deuxième entreprise où ça s'est bien passé, c'est mon manager qui est venu vers moi. Il faut savoir que j'étais en période d'essai à ce moment-là. J'avais 6 mois de période d'essai parce que j'avais un poste de cadre à l'époque. Et pour le coup, c'est lui qui a détecté le fait que j'étais très très mal tous les mois et de façon cyclique. Donc c'est parce qu'il a été sensibilisé au sujet et parce qu'il a été formé qu'il a pu déceler et il m'a tendu la perche sans m'obliger pour autant à dire ce que j'avais, mais en disant si jamais c'est ça, prends un rendez-vous, demande au RH un rendez-vous avec la médecine du travail pour un dossier RQTH. Alors si je vous écoute, en fait il faut en parler, mais il faut en parler aux chefs d'entreprise pour qu'ils soient sensibilisés à la question, et puis après au cas par cas, on évolue. Alors, il y avait une question, parce que j'imagine qu'il y a une autocensure de certaines femmes sur cette maladie qui peut être due peut-être à des questions d'évolution de carrière possible. Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi, on peut réussir une carrière professionnelle, vous en êtes où? Bien sûr, aujourd'hui, je suis responsable d'une grande structure dans le milieu du sport et j'ai aussi monté mon entreprise de coaching à côté. Donc, en fait, ce n'est pas incompatible. Ce que j'aimerais bien dire aux gens, c'est qu'avec une bonne sensibilisation et une bonne prise en charge aussi de la malade, pas par l'entreprise, mais de façon globale, on peut vraiment allier vie professionnelle et endométriose, c'est possible. Merci beaucoup Marie-Agnès Kaderbi pour ce témoignage plein d'espoir et bravo pour votre réussite. Merci à vous. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur la maladie et avoir des conseils de patiente experte, vous pouvez aller sur le site d'Endomind, www.endomind.org. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.